Nous recevons ce soir, pour les 20 ans du 11 septembre, deux témoins d'exception, mais qui regardent aussi l'actualité en cours. Ce sera le procès des événements du 13 novembre à Paris. C'est le groupe État islamique qui sème la terreur dans plusieurs régions de la planète en ce moment. Bruno Dellinger et Jules Naudet. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous dans ces circonstances. Vous êtes Bruno Dellinger, le Français survivant des tours. Vous étiez au 47e étage, c'est ça? C'est cela. C'est très haut, hein? C'est assez haut, c'est à la moitié de la tour. Ça fait à peu près sur une tour de 500 mètres, 250 mètres de haut. Oui. Et puis Jules Naudet, vous êtes évidemment l'homme qui a signé avec votre frère Gédéon ce documentaire qui est entré dans l'histoire. Vous tourniez avec les pompiers de New York quand l'événement a eu lieu. Vous vous êtes retrouvés tous les deux au cœur de tout. Deux regards, mais en même temps vraiment deux récits. J'aimerais qu'on dise un mot d'abord de l'actualité, puisque, hélas, cela revient en Afghanistan et ailleurs. Bruno Dellinger, quand vous avez vu ces images d'Afghanistan, de Kaboul, là aussi des kamikazes, est-ce que les souvenirs remontent? Oui, inévitablement. Et l'Afghanistan lui-même et le 11 septembre sont tellement étroitement liés qu'inévitablement les souvenirs remontent. Et cette signature avec la barbarie identique, hein, tant dans la folie kamikaze que dans le nombre de victimes, font remonter beaucoup de souvenirs, bien sûr. Jules Naudet, tellement d'images que vous avez tournées, mais il y a aussi celles que vous avez dans l'œil, parce qu'on en parlera, vous n'avez pas tout voulu tourner. Là aussi, ça revient. Oui, forcément, quand on a tous été confrontés à ces images terribles que je pense pour la plupart d'entre nous n'étaient pas du tout prêts à voir, ça fait ressortir cette horreur. Mais en même temps, ça fait penser qu'il faut toujours se concentrer sur... Dans l'horreur, il y a toujours la beauté, et c'est le geste humain au milieu de tout ça. La beauté et la réaction, le combat. Aujourd'hui, quand certains sont tentés de lâcher, d'abandonner, de dire on ne peut rien faire contre les djihadistes, il faut se retirer du Proche-Orient, quelle est votre réaction, Bruno Dellinger? Une réaction de grande surprise et de révolte. Parce que autant je peux comprendre qu'à titre individuel, on puisse revenir sur des actes barbares et rechercher l'oubli et le pardon. Autant, à titre collectif, il me semble insupportable que nos sociétés abandonnent le combat contre quelque chose qui peut nous pourrir et qui nous dégrade finalement. Donc, si nous ne menons pas ce combat, si nous nous dégradons nous-mêmes. Ça veut dire qu'il faut continuer à se battre en Afghanistan, en Irak et ailleurs? Moi, je pense qu'il faut... le rôle des nations n'est pas d'aller intervenir dans le destin d'autres nations, mais on n'abandonne pas un pays comme il a été abandonné de cette manière, en toute vitesse, en pliant les armes et bagages et en laissant tout ça à l'abandon. On fera mémoire des victimes, mémoire des morts. C'est saisissant dans vos documentaires, c'est saisissant dans votre... parole, Bruno Dellinger. Il y a un moment saisissant où vous rentrez chez vous, couvert de cendres comme la plupart des survivants, et puis vous gardez les cendres soigneusement dans un petit bocal. Ah oui, Darius, c'est un moment dont je n'explique pas encore quelle intuition m'a motivé à le faire, mais j'avais la perception que c'était quelque chose de très précieux, en m'imaginant que peut-être il y avait des restes humains tant la déflagration avait été forte. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des centaines de personnes dont on n'a jamais retrouvé l'ADN. Et j'ai confié ces cendres au musée du Mémorial, qui n'en avait pas. Et le tout petit peu qu'il me reste est dans un tube. Et ce tube-là, si je l'ouvre, immédiatement, j'ai des réactions extrêmement fortes qui se produisent, parce que c'est une odeur que je n'oublierai jamais. Vous allez nous raconter ces deux mondes, ce nuage, vous le décrivez l'un et l'autre de manière saisissante, cet énorme nuage dans lequel vous vous êtes trouvé, vous avez cru mourir, qui avait cette poussière, comme vous le dites, de mort. Mais j'aimerais qu'on commence par le monde d'avant, et vous le décrivez, Bruno Dellinger, de manière inouïe. Il y avait quelque chose de paradisiaque là-haut, presque au-dessus des nuages, silence, beauté. Oui, ce que j'explique, c'est que le World Trade Center était une ville dans la ville et que contrairement à la ville de New York qui est tumultueuse, l'espace du World Trade Center était un espace de paix. On vivait dans le ciel,
parfois au-dessus des nuages pendant l'hiver, souvent dans le bleu du ciel, avec la rivière de Hudson, avec le calme de la ville vue du haut, et surtout le silence. Et c'était un lieu de grande beauté et d'harmonie parce que, contrairement à d'autres endroits de la ville, là, cette utopie de New York où toutes les races, toutes les religions, toutes les ethnies, vivaient en harmonie. Et au fond, cette utopie, tout le monde était heureux d'y participer avec fierté. Donc il y avait une identité du World Trade Center. Ce New York-là, cosmopolite, libéral, marchand, c'est un peu la Venise de notre temps. C'est ça aussi que les djihadistes ont voulu détruire? Je fais souvent l'association entre la destruction des Bouddhas de Bamiyan et les 2 sentinelles que représentaient ces 2 tours. Pour moi, c'était absolument pas le symbole de la puissance américaine et ainsi de suite. C'était un geste d'une grande beauté. Et cette beauté a dû les effrayer, si j'ose m'exprimer de cette manière. Jules Naudet, vous êtes vous aussi un connaisseur très profond des États-Unis. Vous y vivez. Tout le monde connaît votre histoire, hein. Vous êtes là avec les pompiers de New York quand l'incroyable se produit. Est-ce que vous avez aussi cette mémoire-là de quelque chose comme un monde perdu? Oh, mais tout à fait. Nous, on arrive quand même en 89 à New York en tant qu'adolescent, donc avec les yeux écarquillés, fascinés de cette ville qu'on avait vue d'abord dans les films et qui subitement est là devant nous. Il y a cette beauté de ce mélange du vieux, du moderne, de tout ça, de ces gens. Et donc des groupies de cette ville et qui a réussi, comme malheureusement beaucoup de villes, à survivre à ça difficilement, mais qui est toujours debout. Dans ce silence, tout à coup, le bruit, la fureur. Alors, on revoit évidemment ces images qui sont restées dans toutes les mémoires. Je suis frappé, c'est une banalité de le dire, mais tout le monde en ce moment se dit « Ah tiens, c'était il y a 20 ans, où est-ce que tu étais ?» Vous, évidemment, on ne vous pose pas la question. La mémoire du bruit, alors vous, Bruno Dellinger, vous êtes dans les tours. Donc, le premier bruit que vous entendez, qu'est-ce que c'est? C'est le hurlement des réacteurs, le bruit strident de ces réacteurs, parce qu'on a tous été sur un tarmac et on a entendu un avion au décollage, un avion à pleine puissance qui est à 20 mètres de vous et qui arrive. C'est un bruit différent et ce hurlement, je le reconnais immédiatement et je lève la tête. Et l'avion est là, et c'est l'impact immédiat sur la façade, donc où est situé mon bureau. Là, il se passe quelque chose d'extraordinaire qui rappelle à quel point, avant que ça arrive, on s'y attendait, c'était inimaginable. Vous ne comprenez pas du tout ce qui se passe en réalité. Vous êtes plutôt rassuré, vous dites c'est un petit accident, quoi. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire, je pense que je dis à mes employés, ne t'inquiète pas, c'est un avion. Un petit avion, pensiez-vous? Non, je comprends que c'est un gros avion, mais je pense immédiatement, comme beaucoup de New-Yorkais, à l'histoire du bombardier qui s'est écrasé en 1945 sur l'Empire State Building. L'Empire State Building est toujours là, donc je n'ai pas de crainte. Vous assurez la sauvegarde, vous faites la petite sauvegarde de chacun de vos ordinateurs, vous sortez tranquillement. Ça paraît martien vu de maintenant. Oui. Mais une quinzaine de minutes, vingtaine de minutes après, donc entre-temps je réponds aux appels téléphoniques et ainsi de suite. Et en revanche, je dis à mes employés d'évacuer parce qu'ils voient dans les couloirs où tout est déjà effondré, des gens partir en hurlant parce que ce sont des rescapés des attentats de 93. Et ensuite, vous comprenez parce que vous descendez les escaliers et vous commencez à croiser des brûlés. Et là, n'est-ce pas, là, tout à coup, ça prend une autre dimension. Oui, parce qu'en fait, il y avait 3 files dans cette descente. Il y avait ceux qui descendaient normalement, dans l'escalier central. Les gens qui descendaient en priorité des étages supérieurs et qui étaient gravement blessés, sans cheveux, sans peau, brûlés, terriblement blessés. Et puis les services de sécurité qui, eux, montaient. Donc il y avait beaucoup de monde, une chaleur épouvantable, des stroboscopes, des hurlements, des gens torse nu pour supporter cette chaleur. Donc, oui, et il y a beaucoup d'activités dans cet escalier. Cette vision-là, vous l'avez eue d'une autre manière, Jules Naudet, et vous n'avez pas filmé. Il y a toutes sortes de choses que vous n'avez pas filmées, des gens qui brûlaient. Oui. Vous les avez dans la rétine, mais vous ne l'avez pas sur le film. Oui, je pense que c'est quand j'arrive, après avoir justement vu l'avion s'encastrer dans la tour nord, et que j'arrive avec le chef des pompiers que je suivais ce jour-là,
ces deux personnes qui sont en train de brûler vivants devant moi, l'image étant tellement horrible, abjecte, en plus, bon, j'avais jamais vu ça. Pour moi, la mort était un parent éloigné dans un cercueil. Et là, c'est quel âge avez-vous à ce moment-là? J'ai 28 ans. À ce moment-là. Et de voir ça, je pense que je me protège d'abord moi, en me disant personne ne doit voir ça. Surtout, et puis je pense qu'il y a une certaine, il y a un respect de la mort qu'il faut avoir, ou de la douleur, ou de ces images qui ne doivent pas être montrées. Bruno Délinger, la question peut paraître étrange, mais les survivants des camps parfois disent ça, je ne fais pas de comparaison, mais un sentiment presque de culpabilité ou de gêne de dire pourquoi moi j'ai survécu et pas eux ceux que j'ai vus. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça chez vous, d'une manière ou d'une autre, une interrogation sur le sens de votre vie, de la vie de ceux qui ne sont plus là? Il y a eu une interrogation parce que les gens, j'ai encore le souvenir très clair d'un groupe de gens qui sont partis en même temps que moi, du 47e étage. Eux sont décédés et moi je suis sorti. Parce qu'ils ont emprunté un escalier différent de celui qu'on m'avait appris à prendre, pardon. Et évidemment, vous vous posez la question, pourquoi eux et pas moi? Cette question, on ne la résout jamais, et puis je pense qu'elle est peut-être futile. Au fond, je célèbre la vie maintenant, qui m'a été redonnée d'une certaine manière, et je célèbre... du 11 septembre, vous savez, quand j'y réfléchis, je retiens surtout les valeurs positives qui ont illuminé cette journée, et non pas l'horreur du geste. Au quotidien, comment est-ce que c'est présent quand on a vécu quelque chose de tellement inouï, en étant vraiment là, on ne peut pas être plus au cœur, comment est-ce que c'est présent? Dans les souvenirs, le matin, quand vous levez, le soir, je ne sais pas. Au quotidien, ça m'a habité pendant des mois et des années, avec des situations qui dépassent l'entendement, c'est-à-dire Jules en a fait l'expérience, quand on s'est retrouvé dans le noir absolu, et le silence le plus total après l'effondrement des tours, mon corps a cru qu'il était mort. Donc pendant des mois et des mois, je sortais dans la rue, je voyais une jolie fille, et du fond des tripes me sortait le message, mais c'est pas possible puisque tu es mort. Et donc j'avais un fusible qui vraiment explosait dans le cerveau, et je me disais mais c'est pas possible. Et je ne croyais pas à l'effondrement de ces tours. Tout s'est passé tellement soudainement et ainsi de suite. C'était impossible pour moi. Donc ça a été très difficile à gérer pendant des mois et des mois. C'est tout un concours de circonstances. Ensuite, l'écriture d'un livre, la naissance de mes enfants qui ont fait que tout ça a pu se gérer. La présence des morts, vous ne les avez pas filmés, Jules Naudet, et c'est frappant quand on est simple téléspectateur, comme on l'était presque tous. On a vu peu de morts. Heureusement sans doute, mais sauf peut-être l'homme qui tombe. Oui. Évidemment, c'est une photo emblématique de cet homme qui chute, et notamment Frédéric Becbaudet a écrit là-dessus des pages assez saisissantes, ces gens qui étaient entre la chaleur et le vide, et qui ont sauté. Cette photo, quand vous la revoyez aujourd'hui, quel écho ça provoque en vous, Jules Naudet? Moi, malheureusement, ça me replonge sur le son que j'entends quand les gens, malheureusement, sautaient. Ouais. Ce son qui était incessant, que j'ai entendu des dizaines et des dizaines de fois quand j'étais au rez-de-chaussée de la tour. Donc, c'est ce côté très compliqué intellectuellement à comprendre que ce son, quand je l'entendais, représentait une vie entière qui disparaissait comme ça, en un instant. Je ne sais pas, comment est-ce qu'on peut comprendre, comment est-ce qu'on peut s'habituer, comment est-ce qu'on peut... Giuliani, le maire de New York, oui. De cette façon terrifiante aussi. Il dit il arrive et il ne comprend pas d'abord ce que c'est que ce bruit. Oui, oui non, on n'est pas préparé à ça, heureusement. Mais personnellement, je trouve que... J'en ai parlé beaucoup avec les pompiers. Je trouve que c'était un choix individuel. Personnellement, je trouve ça un choix courageux que je peux comprendre. Entre mourir, asphyxier ou brûler vivant, ou quelque part un dernier plongeon d'une certaine façon, pour choisir une espèce de façon de faire un bras d'honneur, c'est de dire c'est à ma façon que je vais y aller. Bruno Délinger, vous, comment vous les regardez cette image? C'est peut-être une des plus pathétiques de toute l'histoire. C'est vraiment le tournant d'un siècle. Oui, moi, c'est des images qui me bouleversent.
que je considère comme parmi les plus fortes de cette journée, parce que la souffrance de ces gens pris par le feu, par la température, et qui n'ont plus d'autre choix, sauf peut-être le choix effectivement de faire le dernier saut de l'ange et le dernier bras d'honneur d'une certaine manière, c'est horrible comme fin. Alors ce son, moi je partage tellement l'avis de Jules sur cette histoire, c'est vraiment quelque chose, qu'une vie s'éteigne dans un son aussi mat, il y a quelque chose de tragique qui interroge vraiment sur la barbarie et qui a conduit ces pauvres gens à sauter de cette manière. La barbarie, précisément. Est-ce que là, cette dimension aussi d'incompréhension, on peut revoir cette galerie des portraits à l'époque, elle a évidemment beaucoup frappé ces gens. Beaucoup étaient des Saoudiens qui avaient fait plutôt des études. C'était des gens éduqués, pris par un fanatisme tellement fou qu'il fait tuer, mais aussi être prêt à être tué soi-même. Est-ce que ça reste pour vous un mystère ? Je me rappelle qu'on m'avait posé cette question un jour à l'Opéra de Lyon, où, à la suite des 11 septembre, une conférence avait été organisée. Et j'étais dans cet opéra, qui est un bel opéra de genre Nouvel. Et c'est quand même l'opéra, la salle d'opéra, c'est vraiment le lieu où une partie du meilleur de l'homme s'exprime. Et on m'a posé cette même question, et ma réponse a été que je n'arrivais pas à résoudre le conflit qui pouvait exister entre la capacité qu'a l'homme d'être le meilleur et de donner le pire, et moi-même d'appartenir à cette race humaine et d'être capable du meilleur et du pire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, du 11 septembre, je valorise toujours l'héroïsme, le positif qui nous a permis de traverser les événements. On parle d'un phénomène qui s'est renouvelé. Alors là, c'était aux commandes d'avions, mais en Afghanistan, c'est simplement la ceinture d'explosifs. Au Bataclan, vous avez fait parler les témoins, c'est votre documentaire vertigineux sur le 13 novembre. Ce sont des hommes apparemment normaux, a priori. Vous racontez dans vos documentaires des scènes inouïes, ou même tragicomiques un peu avec les otages, où il y a des moments de rire même, parce que c'est tellement improbable. Et en même temps, ce sont des monstres à un point superlatif. Mais c'est ça qui est surréaliste. C'est pour ça, quelque part, je suis tout à fait d'accord. Donc, je ne veux pas arriver au point où je vais comprendre ou rationaliser, parce que c'est incompréhensible quand on arrive à le fanatisme total. Mais totalement, c'est l'indoctrination, c'est comment justifier tuer des innocents sous prétexte que de, je sais pas, c'est surtout au nom de Dieu. C'est ça que je peux pas comprendre. L'un d'eux sera là sur le banc des accusés. La plupart sont morts, mais il y a quelques cas rarissimes, au fond, de kamikazes qui ont survécu. Alors, c'est notamment sur le banc des accusés dès le 8 septembre à Paris, Salah Abdeslam dans l'affaire des attentats du 13 novembre. Si vous l'aviez face à vous, Bruno Denagis, c'est un de ces hommes qui a commis, dans cette longue suite d'assassinats depuis 20 ans, qui a commis l'extrême. Qu'est-ce que vous lui diriez, si on peut parler ? Au lendemain du 11 septembre, vous m'auriez mis entre les mains une personne de cette nature, je ne réponds pas de mes actes. Franchement, j'étais à ce point-ci crucifié, torturé, brûlé vif. Aujourd'hui, j'essaierai d'engager une discussion. Et non, je ne cherche pas à comprendre. Je ne cherche pas. On m'a proposé, dans toutes les propositions qu'on m'a faites pour les célébrations de ces 20 ans du 11 septembre, de faire un documentaire pour rencontrer des gens, des repentis, et leur pardonner. Non, je ne suis pas capable de pardonner. Je pense que je leur ferai part tout simplement de ce que j'ai vécu et du drame qu'ont vécu des milliers de gens dont on dit qu'ils ont eu la chance de survivre, alors qu'en réalité, ils ont souffert terriblement. Voilà. Quant aux victimes, si la vie humaine n'a plus de poids, j'aimerais tout simplement leur rappeler qu'elles avaient des familles, qu'elles avaient des enfants, et leur poser la question de savoir comment ça rentre dans leur conception de la religion.
Jules Naudet, je vous ai entendu, Bruno Délinger, même les assassinats ciblés, la peine de mort, telle que notamment ça a été le cas à Eichmann en Israël. Après, ce débat moral, est-ce qu'il est présent dans votre esprit? C'est pas évident. Quand on est survivant, effectivement, forcément, on a une réaction totalement différente qui est viscérale. Je suis assez d'accord avec ce point de vue que, oui, on aurait été mis dans la même pièce, mais ce qui est normal. Ensuite, comment est-ce qu'on peut justifier, comment on peut pardonner? C'est à chacun. C'est pas pour le 13 novembre, c'est pas à moi. C'est aux familles, c'est aux survivants de confronter. Est-ce qu'elle n'est que viscérale ou est-ce qu'elle est aussi rationnelle? Certains spécialistes du renseignement disent, par exemple, que les assassinats ciblés marchent. Tuer certains chefs des mouvements terroristes marche. Ça, je pense que les professionnels en sachent beaucoup plus que moi qu'à donner. Darius, du point de vue de la réaction personnelle, moi je suis quand même... je ne suis pas pour la loi du talion. En revanche, les gens qui commettent des actes comme ceux-ci doivent accepter de subir la même peine. Et ça ne me gêne pas de le dire. Voilà. Et donc la peine doit être exemplaire, sans faille, sans que la justice fléchisse. Parce qu'il y va, encore une fois, de l'image qu'on se fait de nous-mêmes et l'image que l'on se fait de la manière dont on protège nos citoyens. Dans les semaines qui viennent, la France va revivre dans le souvenir, bien sûr, du 11 septembre, mais aussi du 13 novembre 2015, cette nuit d'horreur, les restaurants, puis le Bataclan, 130 morts au cœur de Paris. Vous avez parlé, Jules Naudet, avec votre frère Gédéon, aux victimes, avec une sensibilité extrême. Vous les faites parler à la caméra. Beaucoup de gens ont vu ce documentaire. Qu'est-ce qui vous frappe s'il fallait rassembler toutes ces... Évidemment, il y a tous les caractères possibles. Qu'est-ce qui vous frappe? Non, mais ce qui frappe, c'est exactement ce qui, je pense, qui nous a frappé le 11 septembre. C'est qu'au milieu de cette horreur, au milieu du moment où on voit le pire de l'humanité, eh bien, le meilleur ressort toujours. C'est peut-être cliché, c'est peut-être naïf de ma part, mais je l'ai vécu le 11 septembre, on l'a vécu le 11 septembre, et quand on parle à ces gens, de voir cette force, de voir cette résilience, de voir... C'est eux qui sont extraordinaires, c'est eux qui... à un niveau personnel, qui nous ont aidés d'ailleurs à nous reconstruire, à continuer cette thérapie qu'on avait. Des moments de courage chez les policiers, ce policier de là-bas qui entre dans le Bataclan, seul avec son chauffeur, avec une petite arme de poing, qui tue un des terroristes et qui change le cours des événements. Voilà. Et puis courage des otages aussi. Mais tout à fait. Et puis, c'est ça qui est incroyable. C'est surtout ce qu'eux-mêmes décrivent comme ces petits actes d'héroïsme discret. Où, dans ce genre de moment où le monde s'écroule autour de nous, eh bien, quelqu'un qui vous regarde, qui met une main sur l'épaule, qui vous fait un sourire et qui vous dit « ça va aller », mais ça représente tout. L'employé de l'hypercachère, lui-même musulman, qui réussit à sauver les otages, qui joue un rôle décisif. Oui, au Bataclan, Didi, chef de la sécurité, qui non seulement va ouvrir une des portes de sécurité, mais qui va se replonger dans la gueule du loup pour ouvrir l'autre. C'est ces moments où on peut s'attendre au pire. On se dit, voilà, quand des choses comme ça arrivent, c'est le Titanic, allez, on pousse les femmes et les enfants. Non, pas du tout. L'être humain est quand même bien, et c'est dans ces moments qu'on s'en aperçoit et qu'il faut s'accrocher à ça. Même le rire, moi ça me frappe dans les témoignages, vous savez, au moment où les terroristes, oui. Alors ils sont dans la petite chambre au fond là, du Bataclan, et puis il y a des problèmes de téléphone, ça passe mal. Ils sont un des membres de la BRI a un accent du Sud assez prononcé. Et comme dans ce genre de situation, la réalité est toujours plus étrange que la fiction, eh bien, il y a le rire qui ressort, ce côté incongru de ce moment, parce que ça fait partie de l'être humain. De rire, l'humour est une méthode qui fait rire les otages, qui se dit mais c'est pas possible, on est dans un gag là. Et c'est ce moment en fait parce que rire et l'humour est une façon de se protéger. Est-ce que ça correspond à des souvenirs chez vous, des moments irréels que vous avez vécu soit dans l'événement même ou après? Non, ce sur quoi je rebondis et que je partage complètement avec Jules, c'est l'idée de l'optimisme et de la résilience. Moi, c'est une journée sinistre d'un bout à l'autre, et de terreur d'un bout à l'autre, et de mois et des mois. En revanche, la résilience et
Si vous voulez, je prends souvent l'exemple de la secrétaire de Giuliani, dont le mari était pompier. Quand il s'est engagé dans l'escalier, il a embrassé ses frères d'armes et il a dit « je vous reverrai plus ». Et c'est sa femme qui en parle. Et donc cet homme, quand il s'est engagé, il savait qu'il allait à la mort. Et c'est sa femme qui en parle, qui dit il a choisi la mort, il a choisi son devoir. Et au fond, c'est toutes ces valeurs, moi, que j'essaye d'exalter et que je partage avec Jules. C'est ça qui nous a fait survivre. Le sens du devoir, le courage. Oui, porté par une foule new-yorkaise qui nous disait « vous devez être à la hauteur » pour répondre positivement à un acte complètement absurde. Voilà, tout ça on le partage, je pense. L'amour des proches, alors il y a votre frère, c'est une histoire de frères évidemment, Jules et Gédéon. Vous me parliez de votre mère, je crois qu'elle s'appelle Siva, c'est ça? Comment est-ce qu'elle a vécu tout ça? Le 11 septembre a été très difficile pour nos parents, qui eux étaient à Paris à ce moment-là en voyage et qui ont vu ça, alors que on les avait appelés le matin, juste avant le fameux appel pour la fuite de gaz, en leur disant voilà, qu'on devait, le jeune pompier allait être relevé à 9h, et donc ensuite on allait rentrer. Et donc ils savent qu'on est à la caserne, et ils voient tout ça en direct. Et quand ils voient les tours s'écrouler, pour eux, ils voient en direct leurs enfants mourir. Donc c'est, je pense, beaucoup plus dur pour eux d'une certaine façon. Maintenant, en tant que parent moi-même, je peux pas. Ce que ça a dû créer est beaucoup plus compliqué pour eux que pour moi, je pense. L'amour des proches, je me rappelle aussi dans l'avion, dans l'un des avions détournés, ces hôtesses de l'air qui appellent, quand elles s'approchent du sol, leurs proches pour un dernier message avant de mourir. Mais aussi la force que les proches ont donnée aux survivants. Est-ce que vous l'avez vécu vous-même? Oui, c'est vrai que il y a eu cette espèce de communion entre nous tous qui faisait que on pouvait appeler à n'importe quelle heure, on s'appelait à n'importe quelle heure, et dans la terreur qui nous habitait tous, il y avait cette espèce de réconfort qui venait de la cellule familiale, bien sûr, qui est la cellule qui reste parmi les cellules indestructibles, ou quasiment, des liens qui sont très profonds. Et puis, dans ces moments-là, on fait appel aussi à des tas de choses qui nous viennent de très très loin, qui nous viennent souvent de l'enfance, qu'on a ingurgité sans même s'en apercevoir, mais dont on s'inspire et dont on se nourrit pour survivre à des événements aussi graves. Il y a un écrivain d'avant-guerre qui a une formule saisissante sur New York qui dit « New York, c'est un homme qui court, tombe et se relève ». Et je pense à ce que vous disiez sur la résilience, tous les deux. Est-ce que New York, on parlait tout à l'heure, cette espèce de symbole du monde démocrate, libéral, marchant la statue de la liberté, que tant de migrants, y compris ceux qui fuyaient les horreurs de l'Europe à un moment donné, cherchaient, est-ce que ça vit toujours malgré tout? Est-ce qu'il y a un sursaut toujours de ça? Ah oui, bien sûr. C'est la vie. Mais je pense, Paris, de la même façon, après le 13 novembre, on a vu cet élan d'humanité, du monde entier. Je pense que c'est la même chose. Fluctuate nec mihi. Exactement. Voilà, battu par les flots, mais ne sombre pas. C'est ça, on le voit, et c'est ça qui, personnellement, je m'accroche à ce genre de choses pour me dire, quand on voit le pire, eh bien, le meilleur est généralement juste là à côté, encore plus brillant, encore plus extraordinaire. La démocratie plus forte malgré tout. On voit que le terrorisme, alors parfois ils ont réussi à faire bouger certaines politiques, c'était le cas en Espagne après Atocha, mais souvent c'est affreux, c'est monstrueux, et en même temps les États démocratiques tiennent bon. Oui, je ne suis pas sûr qu'ils tiennent complètement bon pour ce qui me concerne, parce que je suis quand même très très frappé de voir comment, depuis le 11 septembre, nos démocraties jouent beaucoup avec la peur, et la peur est très mauvaise conseillère. Donc je pense qu'il faut malgré tout rester vigilant, que ces coups de boutoir successifs finissent par impacter nos démocraties, et qu'il faut, si elles veulent survivre, il faut qu'elles soient sans faille au moment des jugements, de manière à ce qu'il y ait une sanction de ces actes. Sinon nous serons obligés de rogner sur nos propres acquis et sur nos propres convictions. Merci beaucoup à l'un et à l'autre, Jules Naudet et Bruno Deininger, d'avoir témoigné 20 ans après le 11 septembre, mais dans un combat qui est toujours actuel. Merci beaucoup. Merci à Gédéon Naudet et à votre mère. Elle fait partie de la grande famille des Naudet.
Merci beaucoup à l'un et à l'autre. Merci. Avec grand plaisir. Merci à vous.